Bonsoir à tous et merci d'être tous les jours un peu plus nombreux à nous être fidèles. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche 8 septembre 2024, le traditionnel pique-nique annuel ou Cavagnetou se tenait hier soir au parc Princesse Antoinette, un rendez-vous cher aux Monégasques. Au programme, une messe célébrée sur le terrain omnisport du parc, suivie d'un pique-nique et nouveauté cette année, un grand bal animé, reportage complet dans ce journal. Puis on prendra la direction de la Turbie avec la fontaine Carlo Felice, un joyau du patrimoine bien connu des cyclistes qui tout au long de l'année s'y arrêtent pour se désaltérer. Elle arbore désormais une magnifique fresque en hommage au quintuple champion de cyclisme Bernard Hinault. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était présent aujourd'hui à l'inauguration. La 13e édition du Salon international du livre de Monaco se tenait ce week-end au Grimaldi Forum. Une programmation riche et éclectique entre conférences et cafés littéraires. Les lecteurs ont pu échanger avec les nombreux auteurs présents. Reportage dans ce journal. Et enfin, l'invité de ce 18h30, c'est Lorraine Cucchi. Elle pratique le swimrun, un mélange de course à pied et de nage. Elle s'est classée 5e du groupe féminin lors des championnats du monde de l'Otilo Swimrun qui se déroulaient en Suède ce lundi. Elle concourait en binôme avec la Varoise Olivia Fedel. Voilà pour le programme. Le traditionnel pique-nique annuel ou Cavagnetou se tenait hier soir au parc Princesse Antoinette, un rendez-vous cher aux Monégasques. Au programme, une messe célébrée sur le terrain omnisport du parc, suivie d'un pique-nique. Comme chaque année, le prince Albert II et la princesse Charlène ont profité de l'événement en famille. Et nouveauté pour cette toute nouvelle édition, un grand bal animé, occasion parfaite pour les Monégasques de prolonger la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Sarah Nkari sur des images de Thomas Deus. 18h, le couple princier et ses jumeaux sont accueillis à l'entrée par des danseuses traditionnelles. Un moment de folklore qui donne le ton de l'événement organisé par la mairie de Monaco. On célèbre en fait notre culture. Et on célèbre notre culture à travers nos chants, donc c'est pour ça qu'il y a le cantique maroc, à travers nos danses, et c'est la paladienne. Et notre langue monégasque avec le comité des traditions monégasques qui défendent notre langue. Et donc il y a plein de choses. Et puis surtout, ce qui fait partie également de notre identité, c'est notre gastronomie. Ce cas, pissaladière baignée de morue, 900 personnes ont pu déguster les spécialités du pays et des alentours dans une ambiance conviviale et décontractée. Comme chaque année, c'est une très très belle tradition qui perdure et j'y prends beaucoup de plaisir. Je rencontre des amis qu'on perd souvent au cours de l'année et qu'on a le plaisir de passer une bonne soirée. On est ensemble et puis je profite avec ma copine et ma famille. Et c'est toujours un plaisir de saluer de loin notre prince et la famille princière, voilà. Avant de s'en aller, le prince, aidé des 2 petits poings de ses enfants, a rompu la fougasse, la sucrerie de fête par excellence de Monaco. Ça ne se coupe pas au couteau, ça se tape avec le poing et après on la casse et puis on la partage entre nous, souvent en même temps que le pain natal, quand il y a la tradition du pain natal à Noël. Que serait une fête sans quelques pas de danse? Un bal ouvert par les officiels est venu parfaire ce moment suspendu. Il s'agissait de la grande nouveauté cette année. Et les trompes d'eau tombées aujourd'hui n'auront pas eu raison du dévoilement de la fresque à la Turbie en l'honneur de Bernard Hinault, cycliste réputé 5 fois vainqueur du Tour de France, rien que ça. Son Altesse Sérénissime était présente ce matin pour l'inauguration. Sarah Nkari et Camille Caloni se sont rendus sur place. Regardez. La fontaine Carlo Felice, avenue de la Victoire, est bien connue des cyclistes qui, amateurs comme professionnels, s'y arrêtent pour se désaltérer tout au long de l'année. Pour mettre en valeur ce monument classé, la municipalité de la Turbie a souhaité que soit réalisée une fresque autour du cyclisme naturellement. L'idée, ce n'était pas d'avoir quelque chose de très flashy, on est quand même près d'un monument historique. C'était d'avoir aussi les routes qui sont empruntées par les cyclistes, d'avoir une espèce de carte Michelin finalement, où on voit les noms des villes, et avoir le portrait et le visage de Bernard Hinault sur un fond. Et finalement, quand on voit cette fresque, elle est plus appréciable en retrait que si on est vraiment dessous, mais elle ne marque pas le paysage, mais par contre elle identifie bien la fontaine et sa vie quotidienne.
Cette œuvre rend hommage à tous les coureurs, mais en particulier à celui que l'on surnommait affectueusement le blaireau, en référence à sa ténacité. Bernard Hinault est, comme le prince l'a rappelé, une source d'inspiration. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien. Et on veut, c'est intérieurement, hein, on veut que les jeunes fassent la même chose que nous, soient des combattants, soient des gens bien dans leur tête et qui aiment la compétition. Signature du livre d'or et remise de cadeaux, le souverain est reparti avec un livre dédicacé du champion, qui pour l'anecdote est le dernier vainqueur français du Tour de France. Comme l'a si bien dit le prince Albert II lors de son discours, inauguration pluvieuse, inauguration heureuse. Le 13e Salon international du livre de Monaco a fermé ses portes à 18 h. Il se déroulait durant tout le week-end au Grimaldi Forum. Un vif succès puisqu'il a attiré près de 1500 visiteurs. 140 auteurs étaient présents, parmi lesquels Gilles Kepel, Bernard Werber, Marc Jolivet ou encore Marcel Ruffo. L'occasion pour le public d'échanger avec eux lors de cafés littéraires et de séances de dédicaces. Un salon fondé et présidé par Yvette Gaza-Celario, que vous entendrez dans ce sujet signé Gaëtan Lebrun. Pour cette 13e édition, le Salon international du livre a su une nouvelle fois se réinventer pour attirer toutes sortes d'artistes, peintres, sculpteurs, écrivains et bien plus encore étaient présents au Grimaldi Forum ce week-end pour nous parler de leur passion et partager leur créativité. Je fais essentiellement du théâtre. Donc du théâtre, comme vous le savez, c'est un art vivant et donc par rapport à l'écriture, c'est toujours bien malgré tout d'avoir un ouvrage qui permette à un public qui ne viendrait pas à la pièce, mais au moins de la lire. Et quant au Salon du Livre, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir à Monaco un Salon du Livre permanent, régulier et de qualité. Quand on voit la diversité des auteurs, on est toujours fasciné par le processus de création des uns et des autres. Je pense que les artistes, que ce soit les auteurs ou les écrivains, c'est vraiment un don, c'est quelque chose qu'ils ont en plus. Donc le fait qu'ils puissent échanger, éventuellement collaborer dans de futures productions, de futurs projets qu'ils pourraient avoir ensemble, ça se mélange très bien parce que le fait d'être artiste, c'est vraiment quelque chose de très, très sensible et c'est une sensibilité que aussi bien les écrivains que les artistes ont en commun, je pense. On y retrouve chaque année de nouveaux écrivains, amateurs ou aguerris, qui se mêlent parfaitement aux grands noms et fidèles habitués afin de participer à l'expansion et mise en avant de l'événement, devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable de la principauté. Nous avons commencé par un tout petit salon qui avait une trentaine d'auteurs et nous sommes maintenant devant un grand salon devenu international depuis 3 ans avec 145 auteurs et 58 qui sont restés sur liste d'attente et sont déjà inscrits pour l'année prochaine. Avec 1500 visiteurs et 12 nationalités représentées, l'édition 2024 affiche un succès de bon augure avant l'édition 2025 qui devrait se tenir une nouvelle fois au Grimaldi Forum. Demain, c'est jour de rentrée scolaire en principauté, et oui déjà, quelles en sont les nouveautés, qu'est-ce qui attend les élèves de Monaco, et surtout, comment le nouveau directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports entrevoit-il ce marqueur important de l'année alors qu'il s'agit de sa première rentrée à ce poste? Jean-Philippe Vinci était notre invité cette semaine, il répond aux questions de Patricia Navarro. Jean-Philippe Vinci, bonsoir. Bonsoir Patricia Navarro. C'est une rentrée très symbolique qui vous attend. Alors des rentrées, vous en avez connu en tant que professeur de philosophie, mais vous êtes aujourd'hui directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée 2024-2025 ? Alors oui, beaucoup de rentrées. D'abord évidemment pour mon service et mon adjoint, M. Garossio, mais plutôt, je dirais pour tout le monde, la rentrée au nouveau collège que tout le monde attend, donc la nouveauté est là, surtout, c'est attendu et c'est magnifique. C'est toujours un défi, il y a une traditionnelle course contre la montre pendant l'été, tout est prêt ? Tout est prêt, alors c'est vraiment été une course contre la montre puisque les équipes sont restées quasiment tout l'été. Et il faut que j'en profite pour remercier l'équipe, l'établissement, une partie de ma direction qui n'a pas pris de vacances, je peux le dire. Et pour que tout soit prêt, et ça sera prêt, ça sera fonctionnel. Vous l'avez dit, l'élément emblématique de cette rentrée, c'est ce collège, un nouveau collège pour les élèves. Alors cela vous a peut-être donné des sueurs froides, mais il faut le dire, ce sera un outil formidable pour le corps professoral et pour les élèves. Oui, c'est central, c'est polyvalent, c'est exceptionnel. On a une piscine à 8 lignes, on a un amphithéâtre de 300 places, un gymnase,
évidemment des salles de cours magnifiques, avec un mobilier adapté pour faire de la pédagogie. Vraiment un outil ultra polyvalent et il va falloir le faire vivre maintenant qu'il est construit. Et il y a un potentiel incroyable. Vous avez un leitmotiv, Jean-Philippe Vinci, c'est le bonheur d'apprendre allié à l'exigence. Alors comment faire concilier ces deux données? Alors c'est ce que je répète souvent, effectivement, l'école c'est le lieu de l'exigence et du bonheur d'apprendre. Ça me permet de repenser un peu ce que c'est que la compétition et la note. La note n'est pas... Il faut des notes. Mais la note n'est pas simplement une compétition avec les autres, c'est surtout une évaluation par rapport à soi. Et plutôt que parler d'excellence, de notes, je préfère parler, moi, de bonheur d'apprendre, d'envie d'apprendre, qui n'est pas du laxisme, mais qui doit se faire dans une certaine exigence. En fait, c'est respecter l'élève que de l'amener à progresser là où il est, comme il peut, chacun. Il y a une autre notion qui vous est chère, c'est le savoir être ensemble au sein de l'école. Alors, savoir-être, l'école, ce n'est pas simplement le lieu où on apprend, c'est le lieu où on apprend ensemble. C'est Philippe Mérieux qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, dans le primaire, c'est déjà en place, mais on va continuer à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales? C'est des capacités qu'on développe pour être mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Et donc, apprendre à vivre en groupe, ça peut s'apprendre à l'école. Et en fait, ce n'est pas antinomique avec les apprentissages. Ça permet aussi de mieux apprendre, de mieux être, de mieux se poser par rapport aux autres. Donc, c'est des compétences qui ne sont pas quantifiables, mais qui en fait sont essentielles maintenant au bien-être de l'élève et de l'enseignement. Parce que les recherches scientifiques ont montré que lorsque l'élève se sent mieux, il apprend mieux. On a parlé du bonheur d'être à l'école, du bonheur d'apprendre. Cela fait déjà maintenant plusieurs années que des campagnes régulières et de plus en plus importantes sont menées autour de la question du harcèlement scolaire. Cela reste une priorité, la lutte contre le harcèlement dans le milieu scolaire? Ah oui, c'est une des priorités fondamentales. Maintenant, la loi est mieux connue, les démarches sont mieux connues, les procédures aussi, les gens ont été formés. Donc on voit que ça donne des résultats. On a une hausse des signalements, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de harcèlement, mais ce qui veut dire peut-être aussi que c'est mieux connu. Et donc là, on en connaît les procédures, on fait ce qu'il faut, ça doit être immédiat, pris en charge. Oui, évidemment, ça reste une procédure, mais le harcèlement est un problème très large. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du harcèlement au milieu de l'école, au milieu scolaire, mais le harcèlement, c'est sur les réseaux aussi. Et donc, on a entamé aussi un travail avec les parents d'élèves, parce que c'est évidemment, à la maison, on a eu des cas de harcèlement qui nous ont été signalés pendant l'été. Les enfants n'étaient pas à l'école. Mais c'est entre eux, sur les réseaux, et c'est très violent. Et ça, c'est insupportable, et bien sûr, c'est une de nos priorités. Il y a un autre maître mot de l'action de la DENJS depuis quelques années maintenant, c'est favoriser bien évidemment l'inclusion aussi de tous les élèves au sein du système éducatif scolaire monégasque. Alors oui, ça c'était une des actions suivies de mes prédécesseurs et c'est bien en place. Il y a beaucoup de choses en place. À Monaco, on a la chance d'avoir des dispositifs, les moyens de le faire. Donc c'est vraiment adapté à chaque élève et il faut que les mentalités changent. Et ce n'est pas simplement qu'on adapte les moyens, c'est qu'on trouve des moyens pédagogiques qui servent à tous les élèves, et en particulier à ceux-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Godard disait, c'est la marge qui tient la page. Je ne dis pas qu'il y a la marge, il faut être prudent, mais ces enfants qui ont des besoins particuliers nous forcent à repenser la pédagogie. Ça, c'est magnifique. Donc, ils nous apprennent beaucoup aussi, dans les deux sens. Toutes les lignes directrices que vous avez évoquées conduisent aussi à une conclusion importante. Vous l'avez mentionné sur la question du harcèlement. Il est important pour toutes ces thématiques, pour toutes ces questions, que les parents soient largement impliqués. Ah oui, c'est fondamental. Les parents doivent être impliqués, doivent être informés sur le harcèlement, sur les écrans. Il faut surtout qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, et qu'ils puissent réagir et surtout leur dire qu'on peut faire des choses. Souvent, il y a une crainte en disant « mais si j'en parle, ça va augmenter les affrontements, etc. On ne veut pas envenimer les choses ». C'est le contraire.
Nous, on a des gens qui sont formés, on peut faire des choses, il faut faire des choses. Il ne faut surtout pas que ça s'enquiste, que les élèves ou les enfants restent seuls. C'est essentiel. Je sais que vous inscrivez votre action dans la continuité, c'est toujours important hein, de savoir d'où l'on vient et de capitaliser sur ce qui a été fait, mais toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, c'est une question qui revient, qui est récurrente. Quelles seront les grandes nouveautés de cette rentrée ? Alors j'ai été nommé il n'y a pas très longtemps, donc les nouveautés importantes, c'est d'abord le collège, mais tout ça c'est ce qui vient avant. En revanche, il y a des thèmes qui vont m'accompagner. Sur lesquels on réfléchit déjà. Il y a des préoccupations, des thèmes, donc les écrans, le bien-être à l'école, bien sûr, l'évaluation, la note. Il y a aussi la place qu'on doit laisser aux professeurs, toute la question de l'autorité, la discipline. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont chers aux professeurs aussi, hein, mais qui m'accompagnent, sur lesquels on travaille. Et on a maintenant de l'expertise pédagogique, de l'expertise scientifique, pour avancer sur ces thèmes-là. Avec en toile de fond, et ce sera ma dernière question, cette grande chance qui est offerte aux élèves monégasques, c'est l'accès à la culture et aux acteurs avec des rencontres formidables tout au long de l'année, des événements, des manifestations, des collaborations pour permettre aux élèves de Monaco de rencontrer les grands acteurs de la culture. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc ça fait plus de 15 ans que ça existe et à chaque fois, on est étonné par la diversité et la richesse. Pour vous donner une idée, cette année, donc les élèves ont la chance de rencontrer par exemple un prix Nobel de physique, Michel Kellos, grâce au consul, Madame le consul de Suède. Ils vont rencontrer Humédal Fils, Monsieur Dumini le copain, qui vient à Monaco. Là aussi, c'est tout à fait exceptionnel, parler aux élèves. Madame Amadou Amal, qui est prix Goncourt des lycéens. C'est un voyage à Washington, par exemple. C'est 60 voyages scolaires, c'est 200 activités proposées aux élèves. Et voilà de quoi encourager encore un peu plus le bonheur d'apprendre Exactement. à l'école. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe Vinci vous. d'avoir accepté notre invitation à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Merci à vous. Jean-Philippe Vinci l'a évoqué lors de cet entretien, tous les regards sont tournés vers le nouveau collège Charles III, un établissement flambant neuf. Nous vous proposons de le découvrir en avant-première. Visite guidée avec Sarah Nkari et Camille Caloni. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 24 000 m² de superficie, 64 salles de classe, un amphithéâtre de 270 places, une piscine de 25 mètres. Le gouvernement a vu les choses en grand pour le bien-être et la réussite des élèves de la principauté. Ici, tout a été pensé dans le moindre détail, les tables sont sur mesure et les classes, toutes équipées d'un écran tactile connecté à l'ordinateur du professeur. Les enseignants, qui eux aussi vont gagner en confort, il n'y a qu'à voir cette spacieuse salle qui leur est dédiée, avec des espaces de travail, de détente et de restauration. Là, le cheminement est absolument sécurisé, comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est des accès au collège, il est préférable de s'y rendre à pied ou en bus, en s'arrêtant à l'arrêt Honoré II ou à la place d'Armes. Mais si toutefois la voiture vous est indispensable, sachez que vous ne pouvez pas vous arrêter à proximité de l'infrastructure. Direction donc le parking Württemberg, avenue de Fontvieille. Il permet de déposer vos enfants via les déposes minutes et d'accéder au parvis de l'établissement en empruntant les ascenseurs. La première heure est gratuite. Pour les adeptes du vélo, plusieurs stations Monabike se trouvent aux alentours et bientôt un stationnement pour les autres vélos et les trottinettes sera disponible. Aujourd'hui, quelques curieux étaient déjà en repérage en attendant l'ouverture de la grille lundi prochain. Et demain, dans votre 19h, une large partie de votre journal sera consacrée à la rentrée des élèves des cours élémentaires du lycée ainsi que des collégiens au sein des différents établissements scolaires de la Principauté. Et mardi, cela concernera la rentrée des classes des élèves de maternelle. Des éditions qui seront présentées par Émilie Rousseau. Dans le sillage du triathlon, le swimrun, un mélange de course à pied et de nage, fait de plus en plus d'adeptes. Notre invitée, la monégasque Lorraine Kuki, s'est classée en binôme 5e du groupe féminin lors des championnats du monde de la discipline qui se déroulaient ce lundi en Suède. Elle est avec nous sur Monaco Info. Bonsoir et félicitations. Bonsoir Maclore. Alors vous avez commencé le swimrun en 2018. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de se mettre à cette discipline ? J'ai toujours été sportive et j'ai rencontré des amis qui m'ont proposé d'essayer cette nouvelle discipline.
et qui m'a plu tout de suite. Ce mélange de natation et de course à pied, notamment en extérieur, dans la nature, donc en eau libre et souvent en mer et en montagne, sur les parties trail, ça m'a beaucoup plu. Et donc 6 ans après, vous voilà championne de l'Otilo, la plus dure épreuve de swimrun, 61 km de trail et 9 km de nage en eau libre, le tout dans le magnifique écrin de l'archipel de Stockholm. J'imagine que ce prix a une vraie symbolique, car le swimrun Otilo est à l'origine de la naissance de la discipline. Exactement. Pour tous les swimrunners qui sont passionnés, c'est vrai que c'est la compétition, enfin, c'est le championnat à faire une fois dans sa vie. Donc on est très fiers avec ma binôme, parce que ça se pratique en binôme, hein, c'est très important de le spécifier. C'est la particularité du swimrun, ça ne se fait pas en individuel, ça se fait en team de 2. Et on est très fiers d'avoir pu finir 5e mondial. Parce que le niveau est quand même assez relevé et on a fini première équipe française féminine, voilà. Donc traverser cet archipel qui sont voilà, le lieu de naissance de ce sport, ça a vraiment une valeur ajoutée. Alors c'est une course d'endurance exigeante, connue comme l'une des plus difficiles au monde, que vous avez réalisée, vous le disiez à l'instant, en binôme avec la Varoise Olivia Fedel. Comment se prépare-t-on à cette épreuve? Est-ce que cela vous oblige à vous entraîner à 2? Alors, c'est l'idéal, mais bon, voilà, nos emplois du temps et la distance fait que parfois on ne peut pas toujours s'entraîner ensemble. Je côtoie bien évidemment les swimrunners de la Principauté, notamment Frédéric Simon, qui a aussi participé au championnat du monde et qui travaille à l'École Bleue avec Pierre Frolat. Donc on s'est entraîné tout l'été. Il faut suivre un plan d'entraînement assez rigoureux en natation, en course à pied, en renforcement musculaire, parce que c'est pas tout plat. Les îles qu'on a traversées sont un peu comme chez nous. Pas autant dénivelé, mais voilà, ça monte, ça descend, il y a des racines, il faut enjamber des troncs d'arbres, il y a de la boue, on s'enfonce, en plus il a plu les 3 premières heures de course. Donc c'est vrai que c'est une préparation physique et mentale aussi, n'oublions pas ça, qui est quand même assez exigeante, quoi. En effet, un champion du monde met 7 heures pour 70 km. Est-ce que voilà. Tout le monde peut pratiquer le swimrun? Car vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme une discipline à destination de sportives ou sportifs confirmés. Alors c'est toujours pareil, on peut pratiquer au niveau compétition et ensuite au niveau loisir, et je fais les deux. Voilà, je pense que c'est important de pratiquer le swimrun dans ces deux perspectives-là. On peut aimer la compétition, aimer la gagne, mais aussi voilà, nager et courir pour le plaisir, pour partager un moment avec ses amis. C'est aussi très important. Et justement, comment se développe le swimrun dans la région? Je sais qu'il y a l'Ultra Swimrun du 06 organisé par la team Swimrun Côte d'Azur, oui, qui rencontre un franc succès. Alors oui, j'ai participé après le Covid en 2020 à ce swimrun avec mes collègues de Beaulieu, qui organisent aussi le swimrun de Beaulieu qui a lieu le 20 octobre cette année. Donc c'est quelque chose à aller voir si ça vous intéresse, c'est juste à côté. Mais c'est vrai qu'on est une grosse communauté de swimrunners dans la région et on se connaît quasiment tous, ceux de Beaulieu, ceux de Monaco avec Pierre Frolat. Menton, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'adeptes, mais et on se connaît même à travers toute la France. C'est vrai qu'au championnat du monde à Otilo, on était la 2e plus grosse communauté de swimrun après la Suède. Donc on se connaît vraiment tous entre swimrunners français aussi. Très bien. Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le swimrun? Alors un conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait, aimer la natation bien évidemment, aimer courir, mais ça s'apprend aussi. Voilà, plus on a une bonne technique, mais on va apprécier nager en mer. C'est vrai que souvent il y en a qui sont un peu réticents, qui préfèrent nager en piscine, mais essayer de se dépasser un petit peu, de sortir de sa zone de confort. Voilà, et il y a aussi un gros partage humain dans le swimrun. Comme je vous disais tout à l'heure, on rencontre vraiment de belles personnes. Il y a des femmes qui pratiquent de tous les âges, de tous les niveaux. Et rien que le fait de partager cette discipline, il n'y a pas de notion de vitesse ou de temps. Juste pour nager et courir ensemble, c'est vraiment, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc il n'y a pas vraiment de prérequis en fait. Savoir nager le crawl, oui. Ravi de vous avoir reçu dans le 18h30, Lorraine Cuqui. Je rappelle que vous êtes classée 5e du groupe féminin en binôme avec Olivia Fedel, que l'on salue d'ailleurs, lors des championnats du monde de l'Otilo Swimrun qui se déroulaient ce lundi en Suède. Merci à vous, au revoir.
On passe à un tout autre sport avec l'équitation et 4 jeunes cavalières de l'écurie DE Tomel qui représenteront la principauté durant les championnats d'Europe de saut d'obstacles 2025 dans la ville espagnole de la Corogne. C'est dans le centre hippique de Nice que les jeunes filles s'entraînent quasiment tous les jours. Reportage d'Émilie Flamin, Lionel Bernardi et Louis Borgia. Eline, Valentine, Ilana, Juliette, elles sont 4, âgées de 12 à 17 ans, et elles se préparent à représenter Monaco pour le prestigieux championnat d'Europe 2025. J'ai Juliette qui est très perfectionniste, très concentrée, très appliquée. J'ai Ilana qui est tête brûlée et qui est beaucoup moins concentrée que peut l'être par exemple une Juliette, mais par contre qui va au feu et qui a un don en piste, une nonchalance même pour faire bien et pour arriver à ses objectifs. J'ai Aileen qui elle est acharnée dans ce sport depuis qu'elle est toute petite. C'est aussi un peu la locomotive parce que c'est elle qui entraîne les copines dans ces délires d'aller toujours de plus en plus loin. Valentine, c'est la même chose. Ces chevaux, elle vit que pour eux et pour les concours, pour les objectifs qu'elle se donne. Puis il n'y a pas que les championnats d'Europe, hein, on est toute l'année en concours. Et elles veulent tous les week-ends performer. Habituées des concours, elles s'entraînent plusieurs fois par semaine pour briller sur la piste le jour J. Je pense que la seule différence qu'il va y avoir dans mes entraînements, c'est que je vais être plus assidue et que je vais m'entraîner en étant plus à l'écoute et je vais essayer de mieux faire. Bien dans son épaule à gauche. Je pense que pour arriver au haut niveau, on va dire, il faut vraiment avoir un contact avec le cheval et former une équipe, très bien s'entendre. Et c'est très important de beaucoup s'occuper du cheval. Et même en dehors des compétitions, l'équitation représente pour ces filles plus qu'un simple sport. J'y consacre vraiment toute ma vie, mais je pense que la relation avec l'animal, c'est quelque chose qui est le plus important. C'est un animal, on ne le comprend pas comme un humain, on ne peut pas discuter avec lui, mais on a une manière différente de le comprendre et de le connaître. On a une relation avec le cheval et que ça nous permet d'avoir de l'adrénaline, qu'on travaille beaucoup de choses et que c'est très mental aussi comme sport. Actuellement en pleine compétition du Sun Tour qui se déroule sur plusieurs étapes, les filles excellent déjà dans leur catégorie et promettent d'arriver en tête du classement de ce concours régional. Une bonne préparation pour le championnat européen l'année prochaine. Le championnat d'Europe de saut d'obstacles se tiendra du 16 au 20 juillet 2025 à Casas Novas, un pôle majeur des sports équestres dans le nord de l'Espagne. Tout de suite, le temps avec Sarah Inkari. Bonsoir Maclor, bonsoir à tous. Après les pluies diluviennes tombées sur la principauté ce dimanche, une accalmie est prévue demain et la rentrée se tiendra sous le soleil. Rangez donc les parapluies et les kawaii. Les températures remonteront également pour atteindre 26 degrés au meilleur de la journée. À titre de comparaison, il faisait seulement 20 degrés cet après-midi. Enfin, notez que ce lundi 9 septembre, nous fêterons la Saint-Alain. Merci Sarah. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, dès 19 h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour un nouveau point sur l'actualité. Mais avant de conclure, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur avec le flashback. Que s'est-il passé à cette même période les années précédentes? Réponse tout de suite. Excellente soirée sur Monaco Info, bien sûr.